Hello la team! Bienvenue dans ce deuxième Filicast. Hop. Avant le début de la vidéo, laissez-nous vous donner un petit peu de contexte. Nous trois, on est Filigrane, un média trimestriel culturel qui se décline sous forme de magazines, de podcasts et d'activités. Vous l'aurez compris, vous êtes dans la partie podcast. Ici, on va creuser et approfondir des œuvres dont on parle déjà dans la partie magazine. Donc on vous conseille d'aller le lire avant ou après cet épisode. Il est disponible via notre site internet. Je pense qu'il me reste juste à vous souhaiter un excellent épisode. Bisous la team! On démarre avec la partie cinéma et notre première question du jour, c'est quel type de conflit vous préférez regarder? Et par type de conflit, j'entends interne, sociétal, familial, de couple. J'en ai pas d'autres en exemple. C'est déjà pas mal. Je sais pas, si tu veux commencer. Le premier qui me vient en tête, c'est les conflits sociétaux, mais plutôt ceux qui sont tournés à l'absurde un peu. Ok. En mode. Ça tombe hyper bien puisque j'en parle dans le magazine. Mais non! Ah, mais ça, c'est dingue! Un conflit un peu à la Mars Attack où t'as carrément une invasion extraterrestre et tu vois que tout le monde un peu perd un peu ses moyens et plonge dans toutes les failles absurdes qu'on peut penser, elles sont présentes. Et ça, j'adore. Quand c'est poussé à l'extrême. Et en fait, c'est tellement poussé à l'extrême que ça te force un peu à te poser des questions en mode. En fait, c'est poussé à l'extrême, mais un peu vrai. C'est un peu une parodie. Ouais, c'est ça. Oui, vraiment. Okay. Mais que ce soit tourné à l'humour comme Mars Attack, ou du coup, le film avec lequel je l'ai associé, c'est avec Bugonia. Ou donc voilà, là aussi. Petit plot, c'est que donc c'est deux types qui décident de kidnapper la PDG d'une grande entreprise pharmaceutique parce qu'ils sont persuadés que c'est une alien. Voilà. Et je vous laisse là-dessus et je ne vous raconterai rien de plus sur le film parce qu'il vaut la peine d'être vu sans avoir aucune autre information. Ok, si je l'ai pas vu moi. Oui. Bah écoute, j'attends comme ça. Tout pareil. Moi je suis trop curieuse parce que j'ai déjà vu Mars Attack du coup et je suis trop curieuse de pouvoir lire ton article par conséquent et pouvoir faire les parallèles entre les deux films et voir un peu. C'est vrai que j'ai un peu oui. Comment je les ai liés. Surprise. Et ensuite c'est pas si étonnant de pouvoir les lire. Vous pouvez les lire maintenant, c'est vrai. Tout de suite. C'est dispo. C'est dispo. Et je me permets de faire le petit disclaimer maintenant de si vous comprenez pas ce qu'on est en train de faire, déjà où étiez-vous pour le premier et ensuite vous comprendrez à la fin du magazine. On vous renvoie vers le magazine. Tout ne sera que renvoi vers le magazine. Et encore. Parce qu'on aime se faire de l'autopub. Oui, exactement. On est là pour ça, uniquement pour ça. Donc c'est normal si vous comprenez pas ce qu'on fait. Tout sera plus clair si vous avez lu le magazine ou plus tard dans la vidéo. Et Arwen, toi c'est quoi? Du coup moi je pense que je partirais aussi sur l'aspect conflits sociétaux et mélanger avec du conflit interne. Donc le fait d'avoir un film sur le développement de soi ou le fait de ne pas pouvoir justement se développer à cause de ce que la société attend de nous. Et du coup ça me fait la parfaite transition pour parler du film que je voulais parler ici notamment en podcast, qui est le film Nimona, qui est sorti sur Netflix. Donc c'est un film d'animation sorti il y a 3 ans, c'était en 2022-2023, quelque chose du style. Ce sera mis à l'écran et vraiment. On aura vraiment cette fois. Il y en aura peut-être un ou deux de temps en temps, mais voilà. Sinon il y aura vraiment des infos à l'écran. Et donc l'histoire en fait c'est un peu. C'est une société un peu particulière parce qu'elle est à la fois futuriste, donc il y a plein de choses visuellement au niveau des robots, etc. Qui est fait, mais on a aussi un côté médiéval parce que c'est un mélange très particulier mais qui fonctionne vraiment bien parce qu'on a encore cette idée de chevaliers qui doivent protéger le royaume, mais vraiment dans un monde où la technologie est quand même fort présente. Et donc, techniquement, je vais vous spoiler les 3 premières minutes du film, mais ça lance aussi toute l'histoire. Donc, en fait, un chevalier qui est issu des classes populaires, qui a réussi à
des plus grands chevaliers du royaume et qui doit être adoubé au moment où commence le film. Sauf que ça va pas se passer comme prévu et en fait l'épée par laquelle il doit être adoubé va tuer la reine. Sauf que c'est pas lui qui de base voulait tuer la reine. Et donc en fait il y a toute la dynamique où comme il est issu des classes populaires et de base certains ne voulaient pas qu'il soit adoubé, on va le classifier direct dans la catégorie des méchants, ce qu'il n'est pas, donc il va essayer un peu de redorer son image et en fait il y a une jeune fille qui s'appelle Nimona qui va venir l'aider dans son plan, mais elle de base elle veut juste elle voit en gros sa tête partout exposée en mode c'est le big méchant, il a tué la reine, etc. Et elle veut devenir son acolyte en fait pour être dans ses plans méchants, etc. Parce que c'est une petite fille un peu allumée, mais elle est adorable. Et en fait, du coup, tout le récit va être donc sur la relation entre les deux, mais surtout sur l'image que la société a de certaines personnes. Et quand tu es catégorisé dans une certaine case, c'est difficile de ressortir. Et voilà, il y a une morale très belle. Je ne dirai pas la phrase parce que sinon ça spoil, mais il y a une très belle phrase qui est dite notamment par Nimona au milieu du film, où en fait c'est très intéressant parce que c'est un personnage profond, oui, mais il y a cette idée où elle est toujours dans l'exagération, toujours en train de rigoler, etc. Mais en général, c'est le genre de personnalité qui justement cache ses faiblesses au travers d'un caractère un peu exacerbé. Du coup, voilà. C'est un exemple précis de ce que j'avais en tête qui allie très bien le conflit interne et le conflit sociétal. Ça me fait encore une fois. T'as préparé un petit exposé et c'est sa petite phrase de conclusion. C'est vrai. Pardon, vas-y. Peut-être un peu. Après, c'est sa B3 du Filicast en fait. Oui. Vous savez pas, mais je me suis entraînée. Elle a préparé toutes les transitions, elle faisait souvent pendant la réunion tantôt. Non, justement, cette idée de. En termes de conflit que je consomme le plus, c'est clairement du conflit interne. Parce que j'aime bien aussi cette dynamique d'évolution du personnage. C'est souvent ce qui permet d'arriver à une deuxième version du personnage, mais qui est toujours ce qu'il était, mais qui a un peu changé. Et ça permet de faire avancer l'histoire. Et c'est souvent dans ces moments-là aussi que je trouve que les personnages ont plus de relief et donc deviennent de plus en plus intéressants parce qu'on les comprend mieux, etc. Donc je pense que c'est conflit interne. Maintenant, pour dire absolument tout ce que vous avez déjà dit, mais différemment, c'est vrai que ce que j'aime aussi beaucoup, puisque un des films dont je parle dans le magazine, c'est le film Joker de Todd Phillips, dans lequel on voit l'impact qu'a eu la société sur Arthur Fleck et comment ça l'a fait devenir le Joker. Et du coup, ça c'est typiquement un conflit interne qui en fait est brouillé par un conflit sociétal aussi, c'est la manière dont la société, entre gros guillemets, n'a pas pris soin de lui, ou en tout cas l'a écrasé, qui a accentué son conflit interne et donc qui l'a fait transformer de personnage pour devenir ce qu'on connaît maintenant comme étant le Joker. Donc c'est vrai que c'est l'exemple le plus marquant de... C'est aussi, je pense, le film a fait plein de polémiques à sa sortie, justement parce que c'était pas le Joker que les gens voulaient voir, je pense, mais c'est justement pour ça que j'ai aimé le film, moi. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment une dimension plus psychologique et plus touchante, presque. Et donc voilà, et notamment, je repense à la scène elle s'appelle la scène de la salle de bain en anglais, mais la scène où il danse et il y a juste lui et de la musique. Et en fait, il n'y a pas besoin de dialogue ou quoi à l'écran pour qu'on comprenne qu'il y a déjà une petite transition qui se passe dans son évolution à lui, la manière dont il a géré les événements traumatisants qui sont passés avant et tout ça. Donc, oui, je pense que ce serait conflit interne aussi. J'aime bien les conflits amoureux, mais en fait, je consomme beaucoup de genre de rom-com et tout ça, mais je dis que je les aime pas alors que je les consomme. Oui. Du coup, j'allais dire, moi je pense que les conflits sociétaux, c'est pas ceux que je consomme genre le plus, mais c'est ceux qui sont genre bien faits, quoi, tu vois, que je préfère regarder quand ils sont bien faits comme ça. Mm-hmm. Mais sinon, pareil, je pense que conflit amoureux, de toute façon. Mais oui, arrêtez de mentir. Je mens pas, Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est surtout, je sais pas du coup pour vous, mais
on pourra en reparler dans la partie littérature, mais le conflit amoureux, je l'ai beaucoup lu, et surtout quand j'étais ado, et du coup, on en reparlera plus tard. On finira avec ça. Voilà. Mais du coup, pour tout ce qui est cinéma, c'est vrai que les conflits amoureux, etc., c'est vite catégorisé comme étant de la comédie romantique, un peu soit à l'eau de rose ou quoi, alors qu'il y a des films de conflits amoureux qui sont hyper... Enfin, qui arrivent à bien venir te choper, quoi, je trouve, et où l'histoire est... J'ai Marriage Story en tête. Ouais, je pensais à la même chose quand on parlait. Bah oui, c'est ça, c'est du coup l'histoire d'un couple qui se sépare parce qu'ils ont des visions différentes d'envie de carrière. Ouais. Et il y a un enfant, ils ont un fils, et donc c'est toute la gestion du divorce. Et oui, le conflit qui se fait sans vraiment de dispute, puis il y a une fameuse scène vraiment où tout explose. Et du coup, je trouve que c'est un film qui aborde très bien cette dynamique-là. Voilà, je sais pas si tu l'as vu, Arwen. Non, moi je l'ai pas vu. Bah, je te le conseille. Il sera dans ma liste. Tu pourras regarder le Filicast et être influencé. Ça me donne envie, dis donc. On s'influence nous-mêmes. C'est vrai que oui, pendant que tu t'expliquais, j'essayais de réfléchir parce que évidemment j'ai vu plein de comédies romantiques, mais je réfléchissais à une qui m'aurait genre particulièrement impactée ou quoi, aussi fortement que des histoires autour du conflit à terme ou du conflit quand justement le conflit amoureux est intéressant et pas juste voilà, c'est les schémas classiques où il y a un souci qui va se résoudre, mais où c'est un peu cliché, on va dire. Mais c'est sûr qu'il y a des films qui creusent un peu plus la chose, mais là, comme ça, j'ai pas... Ben, c'est marrant parce que je réfléchissais à mes comédies romantiques préférées, et vous pouvez pas le voir, mais on est dans mon appartement et il y a une affiche de We Live in Time, l'amour au présent, sur mon salon, enfin dans mon salon. Et en fait, c'est une comédie romantique dans laquelle il y a la dimension de la maladie qui arrive. Quand j'étais ado, j'adorais Nos étoiles contraires. Il y a la thématique de la maladie qui vient, donc je suis en train de faire une petite introspection. Peut-être que finalement, le sujet... Et en fait, c'est peut-être pas la rom-com qui me plaît, mais... Voilà, c'est une analyse que vous avez comme ça. Mais oui, mais du coup, c'est parce que je considère que c'est des entre guillemets des bons films. Il n'y a pas de bons mauvais films, mais de films qui m'ont parlé. Et en fait, c'est vrai que des films, il y a une dimension additionnelle à juste entre guillemets l'avancée de l'histoire d'amour, quoi. Oui, c'est ça. Le Ou au conflit moins vient un film, d'ailleurs. quand tu te rappelles du titre, je veux dire, tu te rappelles aussi de l'histoire. Oui, c'est ça. Parce que moi, personnellement, les rom-coms ou quoi, ça me fait du bien sur le moment, de pas avoir un truc... Oui, c'est plus parce que c'est plus léger. léger. Mais si on me demande de faire le résumé ou quoi d'un film que j'ai vu il y a un moment et qui n'était pas exceptionnel, on va dire, au niveau du scénario, je ne saurais pas, quoi. Mais par contre, sur le moment même, bah oui, ça me fera du bien. Oui, c'est vrai. Et c'est plus, oui, la gestion du conflit, enfin, la gestion du couple avec un conflit additionnel ou pas, et à quel point aussi le conflit, il est... Comment on peut dire ça? Il est original ou non. Parce que je pense que les histoires de rom-com, de trahison, jalousie, etc., on en... Lisez la partie magazine, enfin, dans le magazine, j'ai un article sur ça aussi, mais les films, je pense qu'on retient aussi, c'est les films qui prennent un pas de côté sur les potentiels conflits, ou en tout cas éléments perturbateurs dans l'histoire, quoi. Ouais. Oui, j'ai pas d'autres idées de conflits en tête comme ça. Je regarde pas beaucoup de conflits familiaux, je pense. Ou alors j'en suis pas consciente. J'en regarde pas énormément non plus, mais du coup, j'ai quand même un article dans le magazine qui parle des On n'avait conflits pas menti, hein, les gars, on n'avait pas menti. Mais, à part pour Coco, où là, c'est clairement un film sur le conflit familial et le fait, et conflit interne aussi, donc le fait que la famille bloque parfois, sans trop le vouloir, on va dire le bonheur d'un des membres de la famille, parce qu'ils sont pas, comment dire, hors accord avec les idées de la nouvelle génération ou des choses du style. Mais sans vouloir te couper, Coco, c'est un film d'animation qui est à première vue destiné pour, enfin, dont le public cible est les enfants. Oui. Du coup, est-ce que tu trouves que il y a une gestion qui est différente? Je sais pas, parce qu'en fait, du coup, Coco fait partie des films Pixar,
Et il y a quand même cette idée pour moi où les 3/4 des films Pixar sont super bien, autant destinés pour les enfants que les parents. Et du coup, tu peux avoir des lectures différentes, que ce soit quand tu es enfant ou parent. Et ici, moi, parce que du coup, quand j'ai vu Coco, j'avais quand même déjà un certain âge, puisqu'il est sorti, il est quand même sorti à un moment en fait maintenant, parce que 2017, ça remonte, ça pique. À l'époque. Ah non, c'est... Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est effectivement cette thématique où Miguel, donc le perso principal, veut devenir musicien, sauf que sa famille déteste la musique et ne veut pas ne veut rien entendre par rapport à ça, parce que non, parce que il y a 1 ou 2 générations, le père a laissé la mère pour devenir un artiste, et donc depuis lors ils se sont dit les musiciens c'est non. Mais au-delà du fait que, entre guillemets, c'est un peu excessif peut-être de bannir la musique à cause de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, je trouve que ça met surtout en avant cette idée de sa famille avec ses propres codes, qui a sa propre façon de penser, et un enfant qui vient se dire pourquoi je devrais être puni de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années, et que voilà, c'est pas parce qu'il va devenir musicien qu'il va abandonner sa famille, etc. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée, je trouve, quand même malgré tout, de mettre en avant le fait que la famille parfois a ses propres défauts et sa propre manière de penser, et que c'est pas toujours facile de la faire changer d'opinion quand on pense qu'elle n'est pas dans le correct. J'ai pas vraiment les mots pour l'expliquer, mais je trouve que le film représente bien cet aspect-là. Surtout que là, le conflit, il naît de quelque chose qui est transgénérationnel. Il subit les conséquences d'un conflit qu'il n'a même pas vécu ou connu. Et du coup, ça peut d'autant plus sembler injuste parce que en fait, c'est complètement extérieur à lui, quoi. Exact. Plus il y a la dynamique du quand il essaye d'exprimer son point de vue, personne l'écoute. Du coup, c'est encore plus frustrant pour lui, et c'est pour ça que il va un peu défier l'autorité de sa famille, et qu'il va se retrouver par hasard dans le monde des morts. Oui, parce que j'ai pas dit, mais si vous l'avez pas vu, ça se passe au Mexique, et pendant la fête donc, du jour des morts, et Miguel va se retrouver malencontreusement dans le monde des morts, et donc il va rencontrer ses ancêtres. Et donc évidemment, on va toujours être dans cette dynamique où ses ancêtres, d'autant plus qu'ils sont proches de ce qui s'est passé avec le musicien, vont le bloquer et vont lui dire non, tu rentres, et la condition c'est tu ne feras pas de musique, point barre. Et donc voilà, on va tout avoir un peu une épopée, et tout en montrant la beauté de la musique au final, parce qu'il y a une magnifique musique que j'ai mis dans le... Tout est lié dans le Spotify sur le conflit, du coup, qui est en fait très intéressante parce que elle est utilisée, c'est un peu un leitmotiv dans le sens où cette musique est utilisée au début de film avec un côté un peu joyeux et tout ça, et du coup plus tard on la retrouve et on se rend compte que c'était pas du tout dans cette dynamique qu'elle avait été écrite, et je trouve que ça aussi c'est un peu assez beau de se dire en fait la musique que j'ai écoutée au début c'est pas ce qu'elle voulait faire transmettre de base. Voilà, je pense que tout ce que je dis, parce que c'est un peu flou, mais c'est beaucoup plus clair quand on a vu le film et qu'on voit, je suppose, la musique dont on parle. Mais ouais, Coco, c'est vraiment un de mes films préférés au niveau du scénario, au niveau de l'animation et au niveau des musiques qui sont mises en fait. Donc, et du coup, c'est vrai que du coup, l'aspect familial est fort prononcé dans Coco, et je parle aussi de Coraline dans cet article-là, mais là, Coraline, il y a un aspect familial, mais c'est pas le cœur du récit. C'est pour ça aussi que, en dehors de ça, c'est vrai que j'ai pas énormément de récits en tête avec un conflit familial. Mais en fait, je trouve que moi, Pixar, ils sont hyper forts, je trouve, pour les conflits familiaux. Oui, c'est vrai. En fait, quand on y pense. Oui. Parce que tu parles de Coco, je sais que tu parles un peu du vice-versa aussi, et tout ça. Alors c'est vrai, de nouveau, vice-versa, c'est pas la base non plus, mais je trouve que comme souvent, les persos principaux des Pixar, c'est souvent des enfants, forcément, il y a toujours la dimension où il y a
un cadre familial quel qu'il soit, C'est ça. et où t'as le truc du il y a forcément un moment où ça va rentrer en conflit en fait. Mhm. Et en fait, je me faisais la réflexion, parce que c'est pour ça que je demandais, enfin, que je notifiais que c'était à destination d'enfants Coco, même si Oui. évidemment ça peut être consommé par d'autres personnes. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que du coup, il y a l'importance de la morale qui est transmise et de la gestion du conflit, parce que tu sais que c'est regardé. Joker, il n'y a aucune prétention, je pense, à ce qu'il soit regardé par des enfants, parce que ça fait Oui, pas c'est partie pas du le... public. Oui, non, c'est clair. Alors que là, du coup, dans les Pixar, les Disney, etc., Ça sera le premier film pas que ça. j'aurai à on aura des Faut choses à préparer dire. à la fille. Mais alors que là, du coup, il y a vraiment cette dimension de pouvoir amener une gestion du conflit par le dialogue. Et il y a souvent un happy ending, chose qu'on ne retrouve pas dans des conflits qui sont destinés pour les adultes, oui, je c'est vais ça, dire, oui, pour les c'est personnes vrai, plus oui, c'est âgées. vrai. Et en fait, souvent, je repense à Walter White dans Breaking Bad ou à Arthur Fleck dans Le Joker. C'est des personnages qui transforment le conflit pour devenir qui ont une autre personnalité. Donc, Walter White devient Heisenberg, Arthur Fleck devient le Joker. Il y a plein de personnages comme ça, et sinon, au-delà d'arriver à un happy ending, en fait, nous, en tant que spectateurs, on sait que ça va pas spécialement être ça que la finalité. Du coup, il faut nous contenter avec autre chose. Et donc, soit débloquer un nouveau personnage, soit je sais pas, j'ai mis l'hypothèse comme ça en parlant avec vous, mais c'est vrai que du coup, quand tu fais du conflit pour enfants, il y a vraiment cette idée d'happy ending qui revient presque obligatoirement, quoi. Tu vois, j'ai plus la fin de Coraline en tête, je film traumatisant mon enfant. Je comprends vraiment pas comment ça peut être un défibreur, mais ça sera pour un autre sujet. Mais en plus, du coup, comme ça, normalement, la fin du film de Coraline est... Est-ce que tu peux réexpliquer c'est quoi Coraline Oui, comme ça? oui, c'est vrai. Tout Parce le monde a- que moi, c'est tellement mon film préféré que je le connais par cœur. Mais en gros, Coraline, c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui va emménager dans une nouvelle maison. Et au début du film, sa vie est pas ouf. Ses parents font pas trop attention à elle parce que ils sont dans cette dynamique professionnelle où ils doivent rendre absolument un truc pour le boulot, quoi. Donc elle s'ennuie et en fait elle va découvrir dans cette nouvelle maison une petite porte qui va la mener dans un monde parallèle, mais au premier abord en mieux, mais pas vraiment. Donc en gros elle va se retrouver donc dans cet autre univers où elle va voir sa mère, mais la seule différence c'est qu'elle a des boutons à la place des yeux. Et du coup à partir de là, on se pose quand même déjà des questions. Parlons-en. Mais en dehors du physique qui est un peu terrifiant, je l'admets, au premier abord, l'autre monde est beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux. Les autres parents de Coraline, donc c'est comme ça qu'ils sont appelés, vont vraiment lui mettre plein de magie dans les yeux, on va dire. Oui, Littéralement. Ils font attention à elle, quoi. Voilà, c'est c'est ça. ça. Oui, mais C'est même... pas ce que je veux dire, c'est surtout ça qui est repointé beaucoup, je trouve. Enfin, en tout cas, qui est C'est ça. remontré beaucoup le truc du ok, là je passe du temps avec mes parents, tu vois. Exact. Et plus elle va quand même, au travers d'activités quand même un peu magiques, où elle va avoir un spectacle donné par ses voisines, enfin ses autres voisines qui ont aussi des boutons à la place des yeux. Mais évidemment, tout cela est trop beau pour être vrai, et l'autre monde va un peu se tourner peu à peu dans quelque chose de vraiment sombre. Non, je jure. Et donc voilà, tout le principe va être à un moment donné de fuir cet autre monde. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que donc, techniquement, la fin, c'est happy end, sauf qu'il y a certaines théories qui ont été analysées les plans et qui ont fait pas sûr que ce soit happy end et pas sûr qu'elle ait vraiment échappé du coup à cet autre monde. Donc c'est pour ça aussi que j'adore ce film, parce qu'il y a tellement de gens qui ont eu des théories pour combler peut-être certains trous à l'histoire, et au final, t'as une deuxième lecture du film et t'es en mode ah ouais, ok, bon. Mais oui, enfin voilà, c'était. Je sais pas si toi t'avais un élément de. Si on... Alors, c'est pas... Le conflit de base n'est pas familial, mais moi pour le podcast j'avais envie de parler de Fleabag. Donc c'est une série qui est sortie... Ah, je peux vous le dire, puisque j'ai pris mes notes avant. Oui, c'est le retour du carnet. Le retour du carnet mignon. De toute façon, j'ai pas noté. Si. J'ai presque un peu envie de le laisser au montage. On peut. Je reconnais
reconnais mes fautes. Tu voulais parler de Fleabag. Je voulais parler de Fleabag. Qui en gros, c'est une série qui est sortie... je pense que la plateforme sur laquelle elle est sortie de base, c'est Prime Video, en tout cas ici en Belgique. Qui va suivre en fait l'histoire d'une fille qui, en fait, elle n'a pas de prénom à proprement parler, dans le sens où quand on va la décrire, mais en dehors de la série, on va l'appeler Fleabag, mais dans la série, personne ne l'appelle, donc elle n'a pas de nom en fait. Quoi. Et en fait, à la base, c'était censé être une pièce de théâtre unique, jouée par Phoebe Waller-Bridge, qui est la réalisatrice et la créatrice, et l'actrice principale, en fait, c'est elle qui joue Fleabag. Elle était censée la jouer seule sur scène. Ok. Et c'était juste censé être ça, genre une représentation unique. Et au final, ça a été tourné en série. Pour notre plus grand plaisir. Oui. En tout cas, le mien, je sais pas si vous avez vu ou pas, ou déjà vu des extraits ou des trucs comme ça. Des Très extraits. passé, mais... Et tu nous en as, entre guillemets, beaucoup parlé. Oui. En tout cas, j'ai jamais vu, mais je sais que c'est une bonne série, uniquement sous tes conseils. Moi, je joue la comédie pour les caméras, mais elles savent déjà. Donc, en fait, on va un peu suivre ce qui se passe dans sa vie pour le moment. Et je spoil pas vraiment, parce que ça se passe un peu dans le premier épisode. Mais en fait, sa meilleure amie avec qui elle tenait un café s'est suicidée. Et donc, en fait, on va un peu suivre. Enfin, je veux dire, ça, c'est on va dire le plot de base. Après, il y a plein d'autres petites conflits qui viennent s'ajouter. Enfin, le plot de base de la saison 1 en tout cas. Et en fait, à décrire comme ça, on penserait que c'était une série un peu dramatique et tout ça, mais en fait c'est drame, mais c'est surtout comédie en fait. C'est surtout une série drôle, et en fait ça a un humour anglais assez cru, j'ai envie de dire. Mais ce qui fait surtout la spécificité de Fleabag, c'est qu'en fait c'est une série où seulement et uniquement le personnage principal va briser le quatrième mur. Et donc en fait ce qui fait qu'elle nous accroche avec elle dans tous ces conflits, et en fait tu te sens 20 fois plus investi dans l'histoire, et 20 fois, enfin en tout cas plus proche dans l'histoire que si tu regardais, enfin si juste elle nous amenait jamais avec quoi. Ouais. Et donc comme c'est très... Enfin en fait c'est quelqu'un qui juste... elle va un peu s'auto-saboter, ou alors faire genre elle s'en fout et tout ça dans beaucoup de situations, mais toujours en utilisant l'humour comme bouée, ce qui est... Alors frontièrement ça donne une série très drôle, mais au final ça montre un peu qu'il y a quand même quelques conflits internes à régler, et qui est juste génial comme série. Enfin en tout cas au moment, quand j'ai regardé pour la première fois, je l'ai trouvé tellement génial, et je pense que j'avais rarement vu des séries comme ça, en tout cas dans ce que j'avais déjà regardé à ce moment-là. Et que donc je pense que même si frontièrement on n'est pas spécialement fan de l'humour enfin, ça t'amène quand même une certaine nouveauté à regarder. Et ce qui est très bien aussi, c'est que en fait personne d'autre ne brise le quatrième mur, il n'y a que Fleabag qui le brise, et les autres personnages du coup juste ils continuent comme si de rien n'était. Et en fait donc dans la saison 2 on introduit un nouveau personnage qui lui ne va pas s'adresser à nous directement, mais qui va demander ce qu'elle fait en fait. Et en fait il y a une scène magique que je vous laisserai aller découvrir par vous-même, mais elle est même facile à trouver, où juste c'est elle qui se retourne pour nous parler une énième fois. Ça fait déjà quelques fois que juste elle se rend compte qu'il y a un truc bizarre quoi, et en fait d'un coup le type il pète un plomb et il fait en mode mais merde, mais qui t'es en train de parler quoi, et il se vénère, et elle est juste comme ça en mode qu'est-ce qui se passe. Mais du coup c'est plein de petits trucs comme ça qui font un peu, je trouve, c'est plutôt dans le génie de la série, se fait plutôt dans les petites subtilités, parce que fondamentalement tu peux juste regarder, enfin c'est pas non plus une sitcom où tu peux regarder un épisode sans spécialement avoir du contexte, et tu vas quand même rigoler et tout ça. Il faut quand même regarder la série en entier. Mais elle est très drôle, et te rends compte, c'est vraiment une bonne série dans les petites subtilités qui viennent être apportées. Je conseille. Trop bien. Je fais une mini digression parce que tu as parlé de l'humour et des sitcoms, et du coup ça m'a... Mais non. Il y a un article. Mais de la manière dont les conflits... en fait, il y a plusieurs
effet. Enfin, le conflit génère plusieurs effets et ça dépend beaucoup du contexte dans lequel il est donné. Et ça peut être dramatique, ça peut être hyper poétique ou quelque chose justement dans la colère. Et en fait, je reviens à la question du début de quel type de conflit on préfère regarder. Vraiment, mon conflit préféré, c'est le conflit qui est dans l'humour, quoi. Et surtout dans l'humour des sitcoms. Je sais pas si vous l'avez vu depuis le début, mais vraiment, il y a la tête de Michael Scott sur ma feuille. Il y a la tête de Barney aussi. Enfin, et en fait, j'aime bien ce côté-là d'amener de la légèreté au conflit par l'humour, mais en même temps, c'est ce qui permet de faire comprendre que c'est peut-être plus profond que ce qu'on ne le pense. Et je trouve que c'est une chouette gestion du conflit. Bah, en fait, alors, je sais que j'adore les sitcoms et que je suis encore en train de regarder The Office là maintenant, mais en fait, je trouve qu'il y a quand même pas mal de conflits dans les sitcoms qui sont basés sur l'incompréhension. Et alors, des fois, ça fonctionne parce que c'est ça qui va faire enfin, l'incompréhension, en tout cas entre deux personnages ou entre plusieurs personnes, quoi. Et je trouve que parfois, c'est insupportable de juste. T'as juste envie de les asseoir à une table et dire mais maintenant vous parlez et ça suffit parce que j'en ai marre. Oui, c'est vrai. Mais après, ça dépend aussi. La sitcom, justement, oui, c'est vrai que. Il y a parfois c'est hyper bien fait et là tu peux que rire, mais il y a. Ou c'est peut-être parfois un trop-plein aussi dans le truc. Oui. Voilà, ok, on a compris quoi. C'est vrai qu'aussi la sitcom, comme c'est souvent des épisodes qui sont courts, ça dure une vingtaine de minutes, 30 max, c'est peut-être quelque chose que tu consommes plus régulièrement que de poser devant un film et donc tu arrives plus vite à saturation du conflit que dans un film. Et puis pareil, je l'explique dans mon article et ce sera plus détaillé que maintenant à l'oral, mais le conflit en fait il est utilisé pour faire avancer épisode après épisode, donc saison après saison et donc au final la série au global. Et donc si on prend Friends par exemple, en fait la série elle n'existe pas s'il n'y a pas de conflit. Et The Office encore moins. Ah bah bien sûr. Et du coup, en fait c'est un ressort duquel tu peux vite te lasser ou qui peut vite devenir frustrant parce que c'est quasi le seul ressort pour faire avancer l'histoire. Et du coup, c'est vrai qu'après voilà, je sais que par exemple quand tu consommes une sitcom, tu te manges beaucoup d'épisodes d'un coup et donc c'est ça qui peut amener aussi au fait que parce que ça c'est comment nous on consomme. Oui. Voilà, je regarde 12 saisons en 3 semaines. Et c'est ok. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a cette dimension-là aussi à prendre en compte, quoi, à quel point c'est répétitif et puis c'est des conflits du quotidien et tout ça. Pardon, je suis en train de tracasser. Qui peuvent parfois sembler moins profonds qu'un conflit que tu vas retrouver dans un film, quoi. Que tu pourrais retrouver dans un film. Bien sûr. Et après, c'est ça aussi ça que tu cool, recherches quand tu regardes une sitcom. C'est sûr. Mais oui. J'ai mis de la colle sur mes doigts et c'est en train de me rendre folle depuis tantôt. Ça me saoule. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour le cinéma? Non, je pense que. Moi, on est good. J'ai fait le tour aussi. Ok. Bah, passons à la partie littérature. Let's go. J'ai déjà fait une question de relance, c'est à vous. Mon cerveau était vide. Il ne veut plus rien à offrir. Mais... Moi, je pense à une question de relance et on va reparler du film Coralie. Non. Avec le livre. Mais est-ce que vous avez déjà eu des œuvres, du coup, que ce soit littéraires ou même cinématographiques, où vous vous êtes rendu compte d'une polémique par la suite et du coup ça vous a genre peut-être déçu, oui, mais genre dégoûté. Ça a changé ta perception. Ouais, c'est ça, de la manière dont vous consommiez le produit. Après, c'est un peu triste parce qu'il y en a tellement. J'allais dire, malheureusement, c'est plus facile de citer les œuvres de gens pas problématiques, tristement. Moi, je pense le plus. En fait, je l'ai appris. Enfin, la polémique est sortie quand on était adulte, donc voilà. Mais en fait, J.K. Rowling, ça te casse un truc de ton enfance. Ah, ça, oui. En fait, j'allais dire, c'est celle-là qui vient en premier parce que c'est celle-là qui touche à une des plus grosses œuvres. Ouais. Enfin, c'est Harry Potter, quoi. Ouais, c'est ça. J.K. Rowling qui a écrit les livres Harry Potter, qui est une personne transgenre. Oui, voilà. Pas du tout. Non. Ça serait
meilleure c'est ça, punition, oui, c'est ce serait sa meilleure punition. Qui Le les lapsus peste, révélateur en fait. Non, J.K. Rowling n'est pas transgenre, elle est transphobe. C'est ça. Bien moins fun, tout d'un coup. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte de mon erreur. Pardon, moi je suis en train de En plus, découper c'est Michael que Scott, j'avais juste... Oui, et d'ailleurs, on fait un petit point pour dire que là, le nombre de personnes problématiques qu'on va citer est pas exhaustif, évidemment, vous Oui, vous en oui. rendez bien compte. Qu'on est conscient qu'il y en a bien plus que ceux qu'on va citer. Mais c'est vrai que J.K. Rowling, il y a un petit truc c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ton rite de passage d'enfant à adulte. Tu kiffes quand t'es adulte et puis après on t'avoue la triste vérité, tu vois, on te donne l'autre pilule. Du coup, t'as la réalité sur la vie. Sinon, j'essaie de réfléchir en œuvres que je consomme beaucoup et qui... Bah, je pense que c'est souvent les musiciens en fait. Oui. Oui, c'est vrai Plus que la aussi, musique... parce que du coup, j'en viens à ce propos-là parce que il y a un contexte. Il y a un contexte. Oui, moi non, je posais la question comme ça. On veut juste régler 30 nègres de gens problématiques. Mais du coup, comme je l'ai dit, Coraline est clairement l'un de mes films préférés. Mais en fait, de base, le film est basé sur un livre de Neil Gaiman, qui est quand même un auteur reconnu en fait dans la littérature anglaise, qui a déjà écrit aussi Good Omen, Sandman. La série qui a été créée autour de Sandman est basée sur un livre de Neil Gaiman. Et en fait, il y a un peu plus d'1 an, il a été accusé d'agression sexuelle. Top. La classique. Et du coup, pour le moment, il n'y a pas trop d'infos au niveau de procès ou autre, mais on va dire qu'il s'est plutôt fait petit, comme à peu près toutes les personnes, je pense, qui sont... Ça dépend qui. Oui, il y en a qui sont très à l'aise. Il y en a qui sont malheureusement très à l'aise. Et même, bref, je trouve ça lunaire, parce qu'en fait, j'ai l'impression que la plupart du temps, quand j'entends qu'il y a quelqu'un qui est accusé ou autre, on va aller mettre ça sous le tapis et les gens vont finir par oublier d'une manière ou d'une autre si on ne revient pas avec un procès ou avec Je pense que ça va même quand on revient avec un procès. Oui, même aussi. Et que ça dépend aussi de la célébrité de la personne. Ouais, peut-être. Tu vois, là, le nom de la personne que tu as citée, elle fait peut-être moins réagir en grand nombre parce que peut-être que même si les gens regardent Coraline, ils savent pas que c'est lui qui est derrière. Non, mais par contre, il y a quand même, par exemple, je pense que Sandman, la série, a quand même bien fonctionné, je l'ai pas vue. Mais je crois qu'ils ont genre... en gros, je crois qu'il y a 2 saisons, un truc du style, et elle a été finie l'année passée. Et je sais pas si c'était prévu que la série se finisse, ou si c'est à cause de la polémique qu'ils se sont dit c'est peut-être mieux qu'on finisse là. Et c'est pareil aussi pour la série Good Omen, que je vous recommande, même si l'histoire est cool de base. Mais je pense que de toute façon, je sais pas s'il avait son mot à dire sur le projet, mais en tout cas, je pense qu'il y a 2 saisons. Et il devait faire potentiellement aussi une 3e. Et à cause de la polémique, je suis pas sûre que y en aura quoi. Donc, ouais. Et c'est ça qui est dur parce que ouais. C'est le genre de sujet super délicat parce que t'as le truc où t'aimes bien l'œuvre, mais après juste... Pareil, j'ai beaucoup de mal à me positionner avec ce genre de truc. Ça me fait penser aussi à quelque chose de récent. Colleen Hoover, du coup, qui est une autrice de livres qui a par exemple... j'ai pas d'exemple en fait, c'était... Colleen Hoover, du coup, qui est une autrice qui a écrit... C'est fou, j'ai lu un de ses livres en plus. On n'avait pas dit Plus jamais. Quelque chose avec jamais dedans. Le titre original, c'est Ellen's With Us. Oui, en anglais. Je vais vous donner des informations, on va les avoir. Parce qu'on est précis. On les aura en live, pas en montage. Ah non, absolument pas. Qui a écrit bien plus de livres que ce que je pensais. Ah, elle a écrit Verity aussi, Ugly Love, November 9, juste. Enfin voilà, qui a également eu son lot et a raison
de polémique, mais ça n'a pas empêché qu'un de ses livres, du coup, devienne un film avec Blake Lively, en actrice principale notamment, et toute la gestion de ce film a été aussi, donc au-delà de la polémique, les gens se questionnent sur l'intérêt de faire un film sur quelqu'un qui a été dénoncé, etc. Il y a eu aussi toute la problématique, du coup, enfin toute la polémique qui a suivi les acteurs après dans le film. Et donc en fait là on arrive aussi à quelque chose, alors je me sens moins concernée parce que c'est pas quelque chose que je regardais quand j'étais petite, je me sens pas liée particulièrement à quelqu'un plus que l'autre, et c'est juste être spectatrice de quelque chose et juste se poser la question du est-ce qu'on était bien obligé d'en faire un film. Et voilà, c'est très brouillon comme état de pensée, mais c'est pas toujours facile de mettre des mots sur, surtout dans des situations un peu délicates comme ça. Ouais. Comme ça, je vois, enfin, alors c'est sûr qu'il y en a plein d'autres, hein, mais d'œuvres que j'ai consommées et où ça a changé ma relation. C'est vrai que J.K. Rowling, c'est déjà bon. Surtout en littérature, en tout cas. C'est ça. Sinon, le reste, ce serait plus de la musique ou des réals. Et ben, enfin, oui. Bon. Je vais revenir sur l'actualité, mais je vais prendre l'article. J'ai pas envie de me prendre ça à l'oral. Ce que j'allais dire, si t'as parlé de problématiques, on peut enchaîner sur ton article sur les hommes. Mais quelle transition de fou! C'est vrai Avec un Z. que j'ai écrit un article sur les hommes, plus particulièrement sur la gestion des bad guys dans la littérature et la littérature pour adolescents et adolescentes. Et toute cette idée d'utiliser le conflit, comme on l'a vu pour la partie cinéma, comme moteur pour faire avancer l'histoire, mais là le conflit il prend parfois des proportions dans la new romance et dans la dark romance, il prend des proportions qui s'apparentent et sont clairement de la violence en fait, que ce soit physique, psychologique, verbale. Et en fait c'est des histoires qui sont mises entre les mains de personnes très jeunes et qui conditionnent la manière dont on idéalise ou non nos relations amoureuses. Et je prends comme exemple, je pense que c'est l'exemple le plus connu en tout cas, de Hardin et Tessa dans After, où en fait le récit n'avance que par... ils s'aiment, et puis Hardin fait quelque chose, Tessa dit qu'elle est pas contente, il est fâché parce qu'elle est pas contente, il menace de se séparer, il s'en va, il promet qu'il va changer, il revient, et le cercle continue comme ça, et donc c'est un cercle qui d'un conflit peut devenir réellement violent en fait. Et oui, donc c'est cette idée-là que le conflit, c'est pas toujours quelque chose de... On parlait d'humour, c'est pas quelque chose qui amène toujours à une conclusion marrante, à un happy ending, et c'est pas toujours quelque chose qu'il faut mettre dans les mains de tout le monde en fonction... Enfin, c'est des choses qu'il faut recontextualiser parfois et choisir à quel public on le destine. On parlait des Pixar plus tôt, etc. Je pense qu'ils savent à qui c'est destiné. Et je sais pas si c'est une question qui se pose dans la dark romance et la new romance, mais ça devrait. En fait, oui, ce que je trouve hallucinant, c'est que maintenant, la dark romance est vraiment mise dans les librairies genre bien avant, avec des couvertures qui donnent envie. Et limite, c'est les premières œuvres vers lesquelles les jeunes peuvent se tourner. Alors que de base, c'est vrai que c'est pas des thématiques qui sont censées donner exemple pour ces jeunes qui se construisent et construisent aussi leur relation à l'autre. C'est ça. Moi, j'ai quand même un peu envie de dire c'est pas des exemples qui sont censés donner envie en fait. Oui, tout court. Mais ça, après, il y a une certaine maturité, peut-être aussi. Après, je suis pas spécialement consommatrice de ça, mais. Pour être honnête, moi j'ai lu une fois une dark romance dans ma vie et j'ai vraiment eu. Donc j'étais ado quoi, mais j'ai vraiment eu le truc de en fait, je n'aime pas du tout ce que je suis en train de lire, il n'y a aucun des personnages... Et à ce moment-là, je ne savais pas analyser pourquoi, juste j'aime pas l'histoire et les personnes ne me touchaient pas. Et heureusement, finalement. Mais c'est vrai qu'en fait, l'image du bad boy, du bad guy, etc., surtout dans les livres, elle est beaucoup matérialisée par un garçon, du coup, qui aurait eu un passé un peu compliqué, qui a du mal avec la communication, qui commet des actes, mais c'est ok si on les comprend pas parce qu'il a ses raisons. C'est vraiment le cliché du grand brin ténébreux, quoi, finalement. Et il est juste comme ça. Mais il est juste comme ça. Et
Et là, on parle de new romance. La dark romance, c'est un step après. On parle de rapports non consentis, de violence verbale, etc. Et on n'est plus dans du conflit, on est réellement dans la romantisation de la violence. Et donc, au-delà de... Voilà, c'est un contenu qui peut, et qui doit nous interpeller et qui n'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Maintenant, voilà, si c'est des contenus qui aiment être lus, parce que, mine de rien, si c'est vendu, c'est qu'il y a un public. C'est des choses pour lesquelles il faut poser un contexte, et c'est aussi des choses qu'il faut questionner, parce que plus largement, au-delà d'une expérience derrière un livre, c'est un livre, plus un livre, plus un livre, plus un livre, plus une comédie romantique, plus une histoire entre copines qui amène à banaliser en fait plein de comportements qui sont pas du tout ok dans une relation quelle qu'elle soit. Ça peut être amoureuse là en l'occurrence, mais amicale ou familiale. Et la présence des trigger warnings n'est pas un dédouanement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La présence des trigger warnings n'excuse pas ce qu'on écrit après dans le livre. Voilà. On en dirait pas plus. Putain, on aura à chaque fois un sujet bien lourd dans ce podcast. Parce que oui, en fait, les histoires de romance, et on en a besoin, comme on l'a dit tantôt, on va pas se mentir, on en a toutes consommé, on en a toutes regardé, ça nous a toutes fait rêver à un moment donné, on veut toutes avoir un prince charmant. Pas que toutes les histoires de prince charmant de Disney sont bons à donner au biberon aux enfants non plus, mais c'est à questionner quoi en tout cas. Blanche-Neige, la nouvelle dark romance. Arwen, parle-nous de Blanche-Neige dans la dark romance. Voilà, J'ai vraiment jeté Solus. en plus, c'est vrai que Mais c'est comme à chaque fois, c'est tout le temps. Ouais, je sais pas. Pourtant, les transitions se font bien. Mais c'est de la dark romance en fait, le livre. Non. Ah. Donc, Mais après, c'est dark tout court en fait. En plus, du coup, je parle d'un des livres de cette collection-là dans le magazine. Mais donc, Tout est là. lisez le magazine. Même quand on parle d'autres œuvres, on parle ici dans ce podcast-ci, on parle plus de nouvelles œuvres. On réussit quand même à revenir et à relancer au magazine. Tout est lié. Mais oui, du coup, il y a une collection que je lis, enfin, j'en ai lu certains, pas tous, qui s'appelle la collection des contes interdits. Et du coup, c'est une réécriture vraiment sombre pour les adultes des contes qu'on connaît un peu tous. Mais la peine. Est-ce que c'est une réécriture, pardon, je te coupe, ou revenir à l'histoire de base? Parce que j'ai souvent entendu que les contes à la base, c'était pas pour les enfants. Les contes à la base, c'est pas pour les enfants. la toute première version, donc les contes de Grimm, les contes de Perrault, etc., ont une morale bien plus trash. Par exemple, pour vous donner un exemple, dans le conte de Cendrillon, les belles-sœurs donc, de Cendrillon se coupent. Il y en a une qui se coupe l'orteil et l'autre qui se coupe le bout de talon pour rentrer dans la chaussure. Et je pense que dans une des versions aussi, elles se font manger les yeux par des corbeaux pour un peu les punir d'être des méchants. Pardon, mais je comprends pourquoi Pixar répondait à happy ending. Oui. Du coup, la version C'était ça la version de Pixar, elle Oui, nous offrait. Tu penses qu'il va au cinéma avec tes gosses pour un film tranquille, d'un coup en fait Pixar c'est devenu dark. Oui, et tu comprends plus rien. Au nouveau registre. Le dark Pixar. Mais c'est vrai qu'en fait, du coup, Disney a beaucoup aidé à polir un peu l'image des contes, mais de base, en fait, les contes ont été créés un peu pour faire peur aux enfants, pour leur donner une morale de manière un peu plus violente, on va dire. Éducation de l'époque. Mais après, du coup, la réécriture des contes interdits, donc qui sont pour les adultes, là, on a vraiment... ils peuvent s'inspirer autant du conte originel que d'un Disney, mais en fait, l'idée, c'est que vraiment, ils vont réécrire une histoire sur le côté, mais en reprenant les mêmes personnes, etc. Je vais prendre un exemple. Le Magicien d'Oz, donc c'est le premier livre que j'ai lu. C'est une enquête policière. Et il va y avoir 3 décès en début de livre. Et en fait, les 3 personnages représentent chaque acolyte de Dorothée. Donc on a la figure de l'épouvantail, du lion. Et ça, tu le comprends dans la manière dont c'est un peu expliqué, mis en avant, dans le caractère aussi du personnage, etc. Donc en fait, c'est vraiment réutiliser un peu les codes qu'on connaît de l'histoire originale, mais en créant toute une autre histoire et en étant effectivement bien plus dark, parce qu'il y a quand même des scènes de viol,
des scènes de violence de manière générale, autant physique que psychologique. Donc c'est pas pour tout public et surtout la qualité d'une œuvre à l'autre peut varier parce que il y a plusieurs auteurs en fait. Donc la personne qui a écrit Le Magicien d'Oz n'est pas la même personne qui va écrire le conte du livre de la jungle par exemple. Et c'est pour ça que c'est vraiment un trigger warning parce que j'ai conseillé une œuvre de cette collection dans le magazine, mais cette œuvre-là est vraiment, on va dire, assez soft. Il y a quelques scènes peut-être un peu violentes, mais vraiment rien d'extrême, on va dire, et ça peut être clairement lisible par tous. Mais si vous venez à lire celui-là et vous vous dites « Ah, j'ai bien aimé », faites attention, parce que les autres sont à level autre. Voilà, lisez un peu les avis pour avoir vos trucs, mais parce qu'on va jamais vraiment détailler. Je sais même pas s'il y a trigger warning, parce qu'il est écrit que c'est à public averti, mais je sais même pas s'il y a trigger. Je pense pas qu'il y a de trigger warning précis sur ce que vous allez retrouver dans le livre, donc juste faites attention. Voilà, j'ai été trauma de 2-3 trucs et à côté de ça j'ai quand même découvert des histoires qui étaient vraiment pas mal. Donc c'est ça qui est un peu frustrant parce que j'ai découvert des livres malheureusement qui usent à un excès la violence dans toutes ses formes pour rien raconter, et à côté de ça des histoires qui sont vraiment pas mal dans leur réécriture quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a de tout et de rien en même temps. Et si vous voulez lire des conflits sans avoir peur, Voilà. Moi je vous conseille le livre pour le premier trimestre. Dans les biopics on avait parlé de numéro 2 de David Fonkinos, et là j'ai lu Je vais mieux de David Fonkinos, du coup toujours le même auteur, qui est un livre qui parle d'un conflit interne mais qui brasse un peu tous les types de conflits qui existent, puisque c'est l'histoire d'un architecte qui a une bonne place dans son travail. Tout se passe bien dans son couple, il a un couple d'amis qu'il voit régulièrement, il a 2 enfants, tout a l'air d'aller bien, jusqu'au jour où en fait il se réveille et il a une douleur au dos inexpliquée, et cette douleur au dos en fait va le suivre et va lui faire de plus en plus mal, etc. Et en fait l'amener à se reposer, à se poser simplement la question de sa gestion du conflit, et en fait il va se rendre compte que pour pouvoir se débarrasser de cette douleur à son dos, il va devoir justement arrêter d'éviter le conflit et de rentrer en conflit, ou en tout cas d'argumenter avec sa femme, ses parents, ses enfants, ses collègues, etc. Et donc c'est un chouette livre, je pense qu'il fait 400 pages environ, je l'ai lu en moins d'une semaine. C'est très léger dans le ton, c'est du David Fonkinos quoi, donc c'est assez léger, c'est facile à lire. Et on y tire un peu chacun la morale qu'on veut, donc c'est un livre que je vous conseille, bien plus léger que Les Contes Interdits. Et dans la littérature, j'ai aussi lu Normal People de Sally Rooney, il y a un moment déjà maintenant, il y a une bonne année, je pense que je l'ai fini. Donc là, on suit une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune garçon. Et donc là, le conflit, il est interne parce qu'on suit chacun un peu ce que cette naissance de relation, etc., crée en eux, et ce que ça leur renvoie à chacun, et on la voit évoluer sur plusieurs années. Donc pour ça, elle est cool. Et si jamais le lire ne vous intéresse pas ou moins, il y a la série qui est disponible gratuitement sur Ovio, qui s'appelle aussi Normal People, à laquelle j'ai pas accroché personnellement, je ne l'ai même pas fini pour être honnête. Mais je pense que c'est très personnel. En fait, il y a peu de dialogue, et une fois qu'on a lu le livre, en fait je vous le conseillerais peut-être de regarder d'abord la série et puis lire le livre, parce qu'une fois qu'on a vu le livre et qu'on connaît la richesse des personnages, à quel point ils sont remplis de plein de contradictions, etc., en fait les voir juste comme ça à l'écran, il y a peu de dialogue, l'histoire va pas très vite je trouve, et comme on est raccroché, on a projeté ce qu'on voulait voir en lisant le livre. En fait, la confrontation à la série, personnellement, moi, j'ai pas accroché. Mais ça reste une petite série rapide. Et pareil pour l'histoire d'une romance entre deux jeunes, et qui casse un peu les codes dans le sens où elle est très réaliste, en fait. Il n'y a pas... le sentiment est
décrit, analysé, et il est tapé brut comme ça, et il n'y a pas de volonté de rendre ça plus joli ou plus trash. Donc voilà, pour mes recommandations en littérature. Moi, je vais peut-être terminer, sauf si vous avez d'autres choses à dire par rapport à la littérature, mais du coup, avec la dernière œuvre que je voulais voir avec vous, qui est tirée d'un jeu vidéo qui s'appelle Life is Strange. Arwen a créé en partie le média pour pouvoir parler de la fille Strange. Clairement. C'est ton time to shine. C'est tout dans son contrat. Pour tout vous dire, j'ai vraiment fait mon TFE sur ce genre d'œuvres, donc, qui sont en fait donc, des jeux vidéo narratifs interactifs. Donc on a l'idée d'incarner un personnage et on va prendre les choix à sa place, et ces choix vont avoir un impact sur son histoire et l'évolution de l'histoire de manière générale. Et donc Life is Strange, ça parle de quoi déjà? Donc on incarne Max Caulfield qui retourne après plusieurs années dans sa ville natale, où elle va reprendre donc, des études, et en fait elle va très vite avoir le pouvoir de remonter dans le temps. Et donc toute l'histoire va découler de ça, puisque d'un point de vue gameplay, on va pouvoir remonter dans le temps, quoi. Et en parallèle, on va avoir donc une histoire un peu de policière aussi, pareil, où donc Max va retrouver son amie d'enfance Chloé. Et en fait, Chloé est à la recherche de sa deuxième meilleure amie, on va dire, qu'elle a rencontrée après Max, qui est donc Rachel, qui a disparu. Et donc tout le jeu va un peu se baser sur, d'un côté, essayer de retrouver Rachel, et de l'autre aussi, sur les visions de Max, parce que Max va avoir la vision d'une tempête qui arrive sur la petite ville dans laquelle ils vivent, et où on se demande un peu quelles sont les origines de cette tempête. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est déjà que le jeu a eu quand même beaucoup de succès à sa sortie, et il a eu tellement de succès qu'il y a eu des suites. Il y a une suite très bientôt qui va effectivement sortir, mais il y a aussi eu une BD qui en fait va continuer l'histoire après la fin. Donc en fait, à la fin du jeu, on a principalement deux choix qui vont s'opposer, et la BD est basée sur l'un des deux choix et la continuité donc, de cette histoire-là. Et en fait, l'histoire est pas mal, mais j'ai lu que la première BD, mais ça m'intéresserait de voir un peu la suite, parce que je crois qu'il y a 3 tomes. Mais du coup, ce que j'aime beaucoup de base avec Life is Strange, c'est vraiment la dynamique un peu de conflit amical qu'il y a entre Max et Chloé, puisque au début du jeu, il y a vraiment cette dynamique où Chloé en veut à Max d'être partie, et surtout de ne pas lui avoir donné de nouvelles. Et donc leurs relations vont se reforger au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête autour de Rachel, quoi. Et voilà, je sais pas si tu as envie de dire quelque chose, parce que du coup j'ai un peu fait découvrir Life is Strange à Juliette. Oui. Mais moi j'avais demandé à voir. Du coup, la BD elle suit que les événements du premier. Oui. Ok. Parce que la BD a été créée vraiment à la sortie, enfin un peu après la sortie, donc il n'y avait pas encore cette idée de suite. Ouais. Parce que du coup, je m'étais dit, est-ce que tu as lu que la première parce que tu vois, c'est l'histoire du 1 et puis après on repart sur une autre l'histoire du 2. En fait, au moment où je l'avais lu, donc j'étais quand même assez jeune, c'est au moment où j'avais joué au jeu, mais en fait c'était c'était pas la fin qui m'avait attirée. Moi j'avais, tu vois la fin de... Mais en fait c'est ça que j'allais dire en mode, moi ce que ça m'aurait trop frustrée d'avoir comme ils ont choisi une des deux fins possibles, ça m'aurait trop frustrée d'avoir celle que j'ai pas choisie. Oui, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais tellement aimé le jeu que j'avais un peu envie de voir qu'est-ce qu'ils avaient fait avec l'histoire. Oui, je comprends. Et du coup, quand je l'avais lu, j'avais bien aimé la BD, mais sans plus, et j'étais plus dans l'optique... juste parce que j'étais, pareil, frustrée avec cette idée de c'est pas la fin que j'ai choisie, du coup, même si, au fond, dans la BD, ils font un peu un mix des deux, avec cette idée un peu d'univers parallèle, etc. Parce que ça quand même abordé
deuxième jeu auquel j'ai pas joué, mais du coup, je l'ai relu ici pour le podcast, parce que j'avais envie de parler de l'univers de manière générale, et je me suis rendu compte que l'histoire était pas mal, mais que voilà, c'est quand même le choix que j'ai pas fait, quoi. C'est pour ça que je n'ai pas été plus loin, mais que j'avais quand même envie de voir de base ce que ça donnait, quoi. Donc voilà. Oui, non, c'est vrai que c'est un univers qui est hyper cool, je trouve, en fait. Et en plus, quand tu commences un peu... Donc, en fait, c'est dans le jeu, en tout cas, ça se divise en chapitres. Et en fait, à la fin de chaque chapitre, il y a comme un petit récap des choix qu'on a fait. Et en fait, dans ce récap des choix que tu as fait, il te montre l'autre choix qui était possible. Et ça veut dire que tu comprends un peu, en tout cas pas toutes, mais certaines d'autres débouchés qui étaient possibles. Et que même quand tu comprends la dynamique de jeu, il y a parfois où tu te dis, bah merde, en fait, j'aurais dû aller chercher plus loin pour certains trucs ou quoi, parce que il n'y a pas que les choix qui sont pris en compte, il y a aussi, bah voilà, si tu vas pas fouiller une pièce et qu'il y a une interaction qui était possible, bah peut-être que ça va changer un petit truc dans ton histoire ou ça va t'enlever un élément que tu aurais pu avoir. Et donc, par exemple, voilà, moi c'est assez... le seul élément frustrant que je trouve avec le jeu. Il y a notamment un passage dans l'épisode 2 où il faut faire une recherche dans un lieu en particulier avec où en fait voilà, l'idée c'est de lire un peu ce qu'il y a sur les bureaux, etc. Parce qu'en fait ce qu'on apprend dans cette pièce là, je ne dirais pas laquelle parce que sinon ça donne si vous y jouez ça donne des indices, voilà, c'est ça. On devrait faire ça en fait. Oui, c'est ça. C'est une super bonne idée. Vraiment. C'est comme on lance le Twitch. J'allais faire faites des lives en fait. Let's go. Vous pourrez jouer à Life is Strange et moi je serai sur Mario Bros. Ou alors non, en fait, tu joueras à Life is Strange et nous on sera là en train de juger tes choix. C'est vrai que ça peut être un concept de fou. Attendez, on fait rien. En vrai ça me chauffe de ouf. Oh le live Twitch où il y a 4 spectateurs de 3 PC connectés et un de nos darons. 3 de nos darons. Oui. Ah finesse. Fin de réunion. Mais oui, du coup, il y a des moments ou des informations que vous pouvez amasser et qui seront utiles pour discuter avec un autre personnage, pour le faire développer dans un sens ou dans l'autre au niveau des choix de l'autre personnage, quoi. Mais ça, dans genre l'épisode 4, sachant qu'il y a 5 épisodes, donc tu te dis si t'as pas ces infos-là au début et que t'as pas été assez fouillé, Bon. Tu te débrouilles avec ce que t'as. La frustration se ressent encore. on va dire que tu l'as sur la conscience. Du coup, voilà. C'était petit aparté. C'est un très chouette univers, j'allais dire, et moi qui en plus je suis pas hyper fan, ou en tout cas c'est pas le genre de truc que je vais consommer de moi-même ou très rarement, donc comme accéder à des pouvoirs et ça rentre un peu je trouve dans un univers un peu fantastique, et je suis pas quelqu'un qui consomme énormément et pourtant j'arrive quand même à être très plongée dans l'univers et à être un peu obnubilée par le truc, donc je trouve que c'est une mission qui est... Enfin, la manière dont le jeu a été fait permet aussi aux gens qui sont moins fans de cet univers-là de quand même se plonger. C'est vrai que c'est quand même fort ancré dans le réel, l'air de Oui, rien. c'est ça. C'est Mais plus ça qui est mis en avant malgré tout. Oui, c'est vrai. Mais voilà, Arwen recommande et moi aussi. Moi un jour j'y jouerai peut-être. T'as fait un chapitre en vrai. Non, j'ai téléchargé le jeu. Ah. Non, c'est tout. Parce qu'il était... Mais moi je l'ai... Ah non, vous avez joué sur quelle console vous? Enfin sur quel support? Sur la Switch. Moi sur la PS4. Ah oui, moi je crois que je l'ai vu en promo sur la PS5. Et que du coup, comme on n'a qu'une manette, je m'étais dit, ah bah c'est pas grave, je vais regarder sur la Switch. Et il est téléchargé soit sur l'un, soit sur l'autre parce qu'il était en promo à ce moment-là. Et j'ai jamais C'est lancé. possible que ce soit sur la Switch parce que j'avais fait le coup de presse du les gars. Oui, c'est possible, franchement c'est possible. Mais je sais que je l'avais déjà vu, j'avais hésité à le télécharger une fois sur un des deux supports et puis il avait été en promo à un moment donné et je l'ai jamais... Après, voilà, c'est pas moi qui passe le plus de temps dans le trio sur les écrans et encore moins à des jeux vidéo et tout ça, donc c'est normal que je ne sois pas encore lancé. Mais après, c'est vrai que oui, ce qui est cool aussi avec Life is Strange, c'est qu'il n'y a pas besoin de particulièrement être... Tu donnes que des arguments qui expliquent, qui me dédouanent. mais non, mais en vrai, du bien coup... parce que c'est une vraie discussion qu'on a eue avec Arwen, ça. Vas-y, je te laisse. Ah, mais j'allais juste dire que au niveau du gameplay, il est
pas si compliqué et tu prends vite en main la chose. Donc, J'avais pas dit ça. moi, je pensais. On s'est déplacé. Pardon. Après, vraiment, je suis en train de coller du Michael Scott depuis tantôt. J'allais dire, on l'aurait dit sur la caméra. Il faut qu'il y ait un That's What She Said qui sort à un moment donné. Mais non, moi j'allais plutôt parler du fait que. Enfin, parce qu'après chaque épisode, comme j'ai joué après Arwen, enfin en tout cas sur le premier jeu, enfin le jeu de base, après chaque épisode je faisais un débrief à Arwen Oui. de ce que j'avais fait, je lui envoyais mes choix et tout ça. Et ça aussi, c'est un aspect trop cool. Et en fait, on a discuté aussi du fait que moi, ce qui m'avait un peu frustrée quand même, c'est que je me pose pour jouer. Alors, ok, c'est un très beau jeu et très chouette, mais il y a parfois où j'étais quand même un peu frustrée du fait que bah, tu joues pas tant que ça. Ah, ok. Il y a quand même beaucoup de cinématiques. Enfin, et à la fois, ça fait le jeu aussi, ça fait son charme, mais il y a parfois où, si tu es vraiment dans la dynamique de chercher un jeu où tu dois vraiment jouer, je veux dire, beaucoup ou quoi, bah, c'est pas spécialement ce jeu-là vers lequel tu dois tourner parce que bah, tu as beaucoup de cinématiques ou même dès que tu trouves un objet, il y a un autre truc qui se lance. Oui, c'est ça. Mais après, nouveau, j'ai quand même adoré quoi. Mais Oui, il y a parfois une petite partie de moi qui était un peu en mode. J'ai envie de jouer et là ça fait 45 minutes qu'ils sont en train de parler quoi. Oui, je vois. Oui, c'est vrai que c'est vraiment. C'est un peu plus le principe d'une histoire interactive en fait. Oui, c'est où vrai. on regarde limite même un film un peu interactif. Parce que donc il y a beaucoup de cinématiques, etc. Puis il y a certains passages où il faut faire des choix et du coup là il y a un peu plus d'interaction. Mais c'est vrai que ça peut devenir vite entre guillemets ennuyant si on veut vraiment quelque chose de dynamique ou autre. Mais je trouve que c'est ce qui fait aussi au moins la facilité entre guillemets pour rentrer dans l'histoire et dans le jeu de manière générale si vous n'êtes pas habitué aux jeux vidéo. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Passons à la musique. Passons à la musique. Bah, passons à la Je sais musique. T'es une très belle fan. Bah, Passons à la musique. c'est vrai. Non, je ne vais pas encore appuyer sur Fleetwood Mac dans le podcast. Je pense que vous en aurez votre dose Tout au long du trimestre. tout au long du trimestre. Donc pour le podcast, j'ai plutôt choisi de parler, je vais l'appeler la trilogie. C'est pas vraiment une trilogie, mais dans le cœur des gens, je pense que c'est une trilogie. ça se passerait comme ça. Je pense que je ne perds personne si je parle de Beyoncé. Jusque-là, je crois que. Je pense que jusque-là, la personne, c'est ok. Beyoncé, en 2016, a sorti un album qui s'appelle Lemonade. Elle a sorti cet album sans prévenir personne. Elle s'est dit, bon, bah maintenant j'ai assez de réseau pour dire de pouvoir sortir mon album. Je pense que je pèse assez. Je pense. Je crois. Est-ce que Beyoncé l'aurait fait? Je peux me le permettre. Mais donc en 2016, elle sort Lemonade, comme ça, sans prévenir personne. Et en fait, quand on écoute l'album, on se rend compte que c'est un album qui a été fait après qu'elle se soit fait tromper par Jay-Z, donc qui est son mari. Enfin, qui est toujours son mari. Toujours loser. C'est une histoire en 3 parties. Attendez, je vous explique. Asseyez-vous. On en a droit de C'est mauvais, nous, 18 ans, on ne sommes pas de conflit amoureux. Ah, c'est drôle. Et en fait, juste, l'album est hyper... En fait, je l'ai réécouté un peu par hasard. J'avais pas prévu de parler de ça à la base. Et je l'ai réécouté un peu par hasard il y a pas longtemps parce qu'il y a une chanson que je voulais écouter, puis je me suis laissée emporter par l'album. Et en fait, je suis en mode purée, trop bien. Et puis je me dis, en fait, on parle de conflits hyper intéressants. Et de là, dans les suggestions, les trucs et tout ça, et en faisant mes recherches, on se rend compte qu'en fait, il y a plus à l'histoire que. Enfin, ce qu'on retient plus de la trilogie en soi, c'est le fait que Beyoncé soit fait tromper par Jay-Z. Et que du coup, de là a découlé Lemonade, qui est un de ses plus grands albums. Enfin, en tout cas, un des albums pour lesquels elle est le plus connue. Et où elle va un peu décrire la manière dont elle s'est sentie trahie. Mais j'ai envie de dire, l'album, il est un peu séparé en plusieurs chapitres où elle va commencer par juste un peu se demander ce qui s'est passé.
et se dire bah voilà, ok, j'avais un peu une petite intuition de ce qui se passait, et puis voilà, et puis après elle passe dans la colère où il y a des... En fait moi j'adore quand Beyoncé elle se défonce la voix dans le micro, où elle gueule, enfin j'adore. Donc elle va passer sur la colère, et puis après elle passe et en fait elle passe un peu partout tous les éléments que t'as quand tu te fais trahir, quoi. T'as la colère, la tristesse, t'as un peu la vengeance aussi. Il y a aussi un peu le pardon. Ok. Amorce de prochain Ouais, album. Mais surtout elle parle aussi, enfin le thème principal reste quand même la tromperie et la trahison et tout ça, mais elle parle aussi beaucoup de politique dans son album, notamment avec Formation, qui d'ailleurs ne devait pas sortir sur l'album à la base. Ok. Et genre la veille dans des Super Bowl, elle s'est dit bon, en vrai Ah, les trop gars, bien. go. Ok. Et au final elle a quand même sorti la chanson, donc tant mieux. Et évidemment comme c'est Beyoncé et qu'elle parle de tromperie, tous les gens ont voulu savoir. Oui, oui, oui. Tous les gens ont voulu savoir. En fait, dans une de ses chansons, elle parle de Becky with the good hair. Donc, pour la traduction, c'est vraiment genre Becky avec les beaux cheveux. Et il y a vraiment eu une enquête générale pendant 48 heures où le monde s'est stoppé et tous les gens de la commu de Beyoncé se sont dit ok. Ils voulaient trouver qui était la femme avec qui... Ouais. Ok, ok. Qui Ça a été trouvé. Ok. Rose Becky. Mais bon. Et de là, en fait, donc, Lemonade, il est sorti en 2016. En 2017, il y a Jay-Z qui sort un album où il répond... Enfin, c'est pas vraiment un album réponse, c'est plutôt un album où il fait « Oh, je t'ai trompé, je suis désolée. » C'est un album moins. C'est vraiment ça. Je suis désolée, vraiment. Et par contre, une info qui m'a choquée, c'était que genre c'était en 2017 et c'était le 13e album de Jay-Z. En fait, j'arrive pas à me visualiser, genre 13e album solo, parce qu'il y a quand même il y a eu beaucoup d'œuvres en collaboration avec d'autres artistes, mais genre énorme. Mais bon, bref. On va dire que c'est plutôt l'album du... Si on veut le prendre sous le thème du conflit, c'est plutôt l'album vu sous l'angle de celui qui a trahi. Ouais, et donc qui est plutôt... Bah, on rentre un peu dans du conflit interne à ce moment-là. Et en fait, il y a notamment une chanson qui est aussi le titre de l'album, qui s'appelle 4h44, puisque le type il s'est réveillé à 4h44 et il s'est dit je vais écrire une chanson pour toi, Beyoncé. Je vais me faire pardonner, tu vas voir. Oh putain, le storytelling de fou. Et il l'a enregistré avec le micro de Beyoncé. Voilà, les petites anecdotes sympas. C'est donc là que je vous parlais tantôt parce que dans mes petites notes, à côté de cette anecdote de micro, j'ai écrit culot avec un point d'exclamation. Donc voilà, il parle... Bah du coup, il va parler de culpabilité, de responsabilité, aussi de paternité puisqu'ils ont 3 enfants ensemble. C'est possible, je pense, si je me trompe pas. Et donc voilà quoi. Et en fait, c'est marrant aussi parce qu'il a fait écouter l'album à Beyoncé. Et en fait, d'après ce qui est dit, voilà, de nouveau après à prendre avec des pincettes, je sais pas ce qui s'est réellement passé dans le studio, j'étais pas là. Mais Oh merde. désolée les gars, j'ai fait mon mieux premier. C'est l'enquête alors. Genre, Beyoncé, elle a écouté tout l'album genre en silence. Ah ouais, bah oui. Elle était en mode ok. Puis elle prenait des notes. Et puis de temps en temps, elle lâchait des petits trucs en mode cette phrase-là, tu la gardes. Punaise. Du coup, c'est un peu. Beyoncé, elle a édité son propre album d'excuses. C'est fou. Et en fait, je trouve c'est trop marrant parce que c'est vraiment Oui, un peu. J'ai perdu. On a pas d'une image. C'est marrant parce que c'est vraiment représentatif du cliché de sortir avec un musicien. Tu vois. Ça me fait un peu. J'attends mes musiques à moi, les gars. J'attends. Mais punaise, ouais, ok. Et alors, ils sont toujours ensemble actuellement, donc vous vous doutez que la 3e partie de cette trilogie, c'est la réconciliation. Et en fait, ils ont sorti un... En fait, ils n'ont pas sorti qu'un album ensemble, c'est qu'ils ont fait ils ont créé un groupe ensemble pour cet album. Ils avaient déjà un album ensemble, mais je veux dire... alors non séparés quoi, c'était Beyoncé et Jay-Z.
Et pour cet album-là, ils ont créé le groupe The Carters, qui est leur nom, qui est sorti en 2018. Et donc c'est un peu l'épilogue, quoi. C'est un peu dire, c'est la reconstruction de leur couple et dire voilà, ils sont de nouveau ensemble, ils sont unis et puissants. Puissant le cas de le dire, je crois que c'est un des couples qui englobe le monde de la musique, je pense qu'on s'en rend pas compte. Mais pour dire que voilà, enfin, il parle aussi beaucoup du fait que il y a un conflit, c'est pas pour ça que notre couple va s'arrêter. Ouais. Et c'est plutôt que ça va être une étape de notre chemin pour nous reconstruire et être plus forts, même si voilà. Ouais. Ça reste une tromperie, oui. Mais ok. et en fait, de nouveau, c'est encore un album qui a été genre juste sorti comme ça. Ils ont rien. Pas de com. Rien du tout. Ils étaient en tournée pour un de leurs autres albums en commun. Ils ont fait. Il est sorti. On a quelque chose dans la poche là, si jamais. Et du coup, oui, c'est dans cet album-là qu'il y a, des clips qui ont été tournés au Louvre. Et donc voilà. Petite trilogie en 3 parties. Mais en fait, genre, je savais pas qu'il y avait d'autres parties. Et les albums, musicalement parlant, ils sont tous hyper bien. J'étais assez surprise parce que c'est vrai que j'écoute pas beaucoup. Enfin, j'ai écouté beaucoup de rap à un moment donné, mais c'était plutôt du rap français. Et rap US, à part. J'ai écouté plutôt des femmes. Et en fait, même l'album de Jay-Z, j'étais surprise à bien l'aimer. Alors que j'y allais un peu dans la réticence, puisque je l'ai écouté dans le cadre d'en parler pour le podcast. Oui, c'est ça. Et en fait, au final, je me suis surprise à vraiment bien l'aimer. Et je pense même que je préfère l'album qu'ils ont en commun, donc Everything, j'ai pas cité le nom de l'album, qui s'appelle Everything is Love, et que je pense que c'est mon... Oui. Oui, mais ça reste mon album préféré de la trilogie. Ok, trop bien. Mais ça donne envie vraiment de se poser et de les écouter l'un à la suite de l'autre, Ouais. tu vois, d'avoir vraiment la continuité de l'histoire et... Bah, en fait, c'est parce que j'ai aussi écouté direct en faisant attention aux paroles et en regardant un peu ce qu'ils racontaient et tout ça. Mais je pense que je l'écoute juste, tu le mets en fond parce que t'as envie d'écouter de la musique. Ouais. Bah en fait, juste ils sont bien, quoi, tu vois. Mais en parlant de trilogie, moi j'ai une autre trilogie à proposer qui est la trilogie des... En fait, c'est les 3 derniers albums de The Weeknd. Donc le premier album c'est After Hours, ensuite c'est Down FM et je n'ai pas le nom du 3e album et c'est volontaire. En fait, donc The Weeknd c'est un artiste que j'écoute depuis ses premiers albums et donc j'ai vraiment suivi son travail au fur et à mesure des années, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai adoré l'album After Hours, qui est du coup l'album avec lequel c'est l'album sur lequel il y a Blinding Lights, c'est l'album que vous... Si on dit The Weeknd et que vous avez écouté récemment, c'est certainement ces musiques-là que vous avez entendues. Et en fait, qui est un album dans lequel il parle pas vraiment de conflit, il est plutôt en accord avec la personne qu'il est, à première... Enfin, il y a des petits indices qui nous montrent que peut-être pas tant, mais c'est un album qui parle de ses addictions aux femmes, à l'alcool, etc. Et c'est un album dans lequel il montre un peu la jolie vie du succès. Il est connu, il embrasse cette vie-là, il en profite pleinement. Et ce qui est tout de suite mis directement enfin, qui vient tout... En fait, Down FM, le 2e album, vient casser toute cette image-là d'After Hours, puisque l'album Down FM, c'est un album qui, même visuellement, est plus sombre que le premier. C'est un album où en fait il s'imagine vieux et il se demande si tout ce qu'il est en train de faire maintenant correspondrait à la personne qu'il serait. En fait, est-ce qu'il est légitime de mourir en faisant tout ça, de vieillir en faisant tout ça, ou est-ce que ça va le mener, etc. Et je me battrai toujours pour qu'on écoute les albums de A à Z, mais celui-là d'autant plus, puisque Jim Carrey vous tient la main tout au long de l'album, puisque la partie FM de Down FM, du coup, correspond à la radio. Donc en fait, le dernier clip d'After Hours, il a un accident de voiture. Donc le clip est hyper lumineux, ça va super vite, etc. Puis il a un accident de voiture. Et en fait, le premier clip de Down FM, donc le 2e, c'est lui qui se réveille dans la voiture et il y a la radio qui est allumée. Et donc là, on entend la voix de Jim Carrey qui est un peu
le narrateur omniscient et en même temps qui vient questionner, qui accompagne. Il a vraiment un rôle qui est hyper intéressant et donc c'est grâce justement à ces petites interludes-là qui arrivent en début, en fin. D'ailleurs, le dernier son de cet album est pour moi... c'est juste la voix de Jim Carrey en fait qui raconte et qui se demande si... Enfin, qui questionne le personnage principal qui est Abel et donc The Weeknd. Je trouve que c'est super fort et c'est hyper... c'est trop chouette d'avoir un album comme ça dans lequel t'es accompagné, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et que tu peux écouter, évidemment, sans jamais... Si t'écoutes des sons plic-ploc comme ça, tu ne comprends pas pourquoi il y a la voix de Jim Carrey. Mais ça reste un fun fact, tu vois. Oui. Tu te dis, toi, trop marrant. Il parle, là. Ouais. Et mis bout à bout, tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment une œuvre qui est construite, qui raconte quelque chose. Et donc là, la partie conflit... La dimension conflit prend toute sa place parce qu'il y a le conflit interne, le conflit avec ses relations amoureuses, il y a tout ce questionnement sur soi, sur ses limites, sur ce qu'on a envie de laisser comme héritage, etc. Je trouve que c'est vraiment un album qui est très très bien construit et qui est... Ouais, il est hyper intéressant, pareil, à vraiment se poser et à écouter. En plus, il y a plusieurs... Il y a un peu d'expérimentation dans la musique qu'il fait, alors pas général hein, par rapport à ce que The Weeknd faisait déjà avant. Et donc en fait, ces deux premiers albums font que ça m'a vraiment... en plus, je vous l'ai dit, il y a une dimension visuelle qui est hyper présente. Ses apparitions, vous les avez certainement vues, que ce soit au Super Bowl, en interview, etc. Il venait, il avait le visage tout tuméfié. Il a poussé l'univers des albums jusqu'à ses apparitions publiques, etc. Et ça, j'adore. Je trouve que c'est trop trop fort. Et donc en fait, ça a créé pendant 2 à 4 ans, du coup, vraiment une hype, en tout cas chez moi, qui était dingue. Je trouvais que c'était vraiment trop trop cool. Et donc, j'attendais impatiemment le 3e album. Justement pour avoir cette idée de clôture, etc. Voir un peu... C'est un album qu'il a sorti sous le nom Abel Tesfaye, donc son vrai nom et pas The Weeknd, donc on revenait à quelque chose qui n'était plus l'ordre du personnage ou de quelque chose construit pour l'industrie de la musique, mais qui était plus personnel, et donc je me disais trop bien. Et en fait, après c'est de ma faute, et peut-être que finalement après ce podcast je vais aller l'écouter, mais tous les sons qui sont sortis et les clips, etc., qui sont sortis avant, donc promotionnels qui sont sortis avant la sortie de l'album, étaient tellement à l'opposé de ce que j'attendais, etc. Et donc ça m'a créé du conflit aussi parce que j'avais projeté quelque chose pendant super longtemps que j'ai pas eu la sensation d'avoir. Du coup, ça m'a frustrée et en fait, j'ai fait complètement un rejet. J'ai pas écouté le dernier album, j'ai pas du tout. Alors, j'ai pas du tout suivi la sortie ici parce qu'en fait, on en a bouffé matin et soir de cette sortie d'album. Il y a eu plein de lives, etc. Enfin, plein de publications sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai jamais été au-delà, mais ça reste, en tout cas pour les 2 premiers, des albums qu'il faut vraiment. Et il y a un documentaire sur Netflix, non, sur Amazon Prime, qui revient. C'est un live mis en scène. En gros, ça reprend l'esthétique des clips de Down FM et c'est 1h30. En fait, c'est tout l'album avec la voix de Jim Carrey et c'est un espèce de gros plan séquence presque, ou en tout cas un faux plan séquence de The Weeknd qui navigue d'un plan à l'autre, d'une scène à l'autre, d'un tableau à l'autre, de ses clips, etc. Et donc on le voit performer en live. Il n'y a pas de... En live dans le sens où il chante à l'instant présent, mais il n'y a pas de public, quoi. Et en fait, moi c'est comme ça que je vous conseillerais en fait, de découvrir les 2 premiers albums, ou en live sur scène, parce qu'il a une scénographie de concert absolument oufissime, décoré, des visuels, il a des concerts qui sont hyper marquants. J'ai malheureusement pas pu aller, je voulais aller au 2e mais j'ai pas pu, enfin pour le 2e album. Et donc en fait c'est vrai que The Weeknd pour moi c'est un artiste qui rime beaucoup avec le visuel et avec l'histoire qu'il veut faire passer, et si c'est quelque chose aussi qui vous parle, foncez. Et du coup pour revenir à la thématique du conflit, la gestion du conflit interne, etc. est beaucoup explorée dans le 2e album, donc Down FM, 2e album d'une trilogie, hein, c'est pas son 2e album. Donc voilà, et puis par la suite de cette trilogie-là est arrivé... bah si, je connais le nom en fait du 3e album, c'est le nom du film, c'est Hurry Up Tomorrow. Ah bah oui. Vous voyez, j'ai été matraquée, évidemment j'ai l'information. Et donc de tout ça est sorti, il n'y a pas très longtemps, hein, un film, Ouais, il y a pas qui apparemment a été flopesque. Donc,
Est-ce que j'avais raison? Peut-être. Lopesque. Je l'aime bien. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez vous poser pour découvrir un artiste, avoir plein de supports pour le découvrir jusqu'à un film, là vous allez être régalés, et je vous le conseille de regarder les clips aussi parce qu'ils amènent toute une dimension visuelle. Alors oui, pareil, je prêche pour ma paroisse, c'est sûr. C'est ce que C'était j'allais dire. aussi l'objet de mon mémoire. J'allais dire, rappelle-nous ton mémoire. Mais c'est vrai que ça fait partie des artistes dont les clips font partie intégrante de l'imaginaire qu'ils construisent, de l'univers qu'ils construisent, et je trouve que c'est trop intéressant. Et c'est pas le cas de... Peu d'artistes font autant, et donc c'est cool à mettre en avant, je trouve, quand c'est le cas. Voilà pour la trilogie musique. Sinon, en très rapide, si vous voulez écouter de la musique sur le conflit, écoutez Radiohead, quoi. Et là, vous prenez n'importe quel album, vous faites comme ça au hasard. Mettez-vous en boule et pleurez. Vous piochez, poup, lequel aujourd'hui, et ça parlera de conflit interne, pour sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, voilà, j'ai même pas envie d'argumenter. Radiohead, c'est mon groupe préféré, allez écouter. Les visuels sont top aussi, les clips sont fous, et voilà. Les chansons. Les chansons, si on donne OK Computer, c'est un de leurs albums le plus connus, et c'est aussi un de leurs albums qui parle le plus du conflit de l'arrivée d'Internet notamment. Mais pas que, mais beaucoup. Si tu le vends comme ça, on va penser que c'est un album de boomer. On pourrait croire, mais pas du tout. Et en fait, Radiohead, c'est vraiment un groupe... En fait, c'est un groupe pour lequel on pourrait dire plein de choses, mais pour lequel il y a très peu d'informations qui sont... Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de documentaires... Allez, je veux dire, le nombre la base de données qu'on a est très pauvre, en fait. Il y a des docus, il y a des interviews. Musicales. Et ouais, c'est ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Ils arrivent à créer un engouement, etc., même si c'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Hein. C'est vraiment un groupe qui... c'est l'inverse. Ouais, c'est vraiment comme Nirvana. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de documents. Exactement, c'est vraiment un groupe qui rejette toute cette idée de com, de promo, etc. Mais voilà, c'est aussi un groupe pour lequel il faut se poser, écouter par album, pitié, lire les paroles. C'est ça pour tout ce que vous faites. Oui, écoutez par album, s'il vous plaît. Si il faut retenir qu'un truc de filigrane, Écoutez, alors, on va peut-être pas se vendre comme ça, mais... c'est vrai. Tant qu'on n'a pas de revenus, on se vend pas comme ça. C'est vrai. Retenez rien de filigrane. Bah si, retenez notre numéro de compte. Il sera disponible en description. Mais faites pas des trop gros virements parce qu'on n'a pas encore de statut, on ne pourra pas déclarer la thune. Si, mon rythme. Mais oui, donc voilà pour ce qui est des groupes et en tout cas de la musique dans le conflit que je peux conseiller. Alors il y en a plein d'autres, évidemment. Bien sûr. Mais je pense que de nouveau ça paraît. On en revient à parler un peu comme dans le cinéma au final, même dans la littérature, c'est que vraiment il peut exister moi je trouve que derrière un album il y a forcément une histoire quelle qu'elle soit, et tu peux pas vraiment avoir d'histoire sans vraiment. Enfin alors si. Mais allez lire le magazine. Allez lire le magazine pour ça. Mais je veux dire surtout en musique, alors je veux pas parler pour les artistes et les musiciens, mais c'est beaucoup une manière de se livrer et de... Oui, c'est ça. C'est surtout la dimension amoureuse qui revient beaucoup dans la musique, mais en fait le conflit interne, c'est ça, quoi. Il y en a plein de... Mais donc de nouveau ça revient au truc en fait, quand tu veux raconter un truc ou tu veux te livrer sur quelque chose, ça veut dire que déjà à la base il y a un truc qui va pas, ou un conflit quel qu'il soit, à quelle échelle Oui, c'est ça. Et oui. Mais du coup ça revient un peu aussi à ce que toi tu voulais parler. Tu voulais parler un peu d'un aspect plus cinématographique. Bah, c'est vrai que du coup, encore une fois, dans le magazine, pour la partie musique, j'ai parlé des musiques dans le cinéma qui représentent un peu le conflit interne d'un personnage. Donc je vous renvoie à l'article si ça vous intéresse. Mais ici, je voulais aussi parler de la musique utilisée dans le jeu vidéo. Les grands esprits se rencontrent. C'est fou. Où
personnellement, j'écoute par exemple beaucoup de bandes originales de jeux vidéo, notamment Life is Strange, mais qui représentent aussi la dynamique du conflit interne. Je pense notamment au jeu de Last of Us partie 2, qui a été aussi adapté, la partie 1 et la partie 2 ont aussi été adaptées en série. Je ne m'épancherai pas là-dessus, mais je n'ai pas aimé la série, voilà. Mais par contre, le jeu vidéo, j'ai adoré. Et le compositeur, il faudrait que je retrouve le nom, parce qu'en plus, c'est un nom un peu compliqué à dire. Ce sera mis à l'écran, Mais je te merci. promets. Je te facilite la tâche. Fait vraiment une musique géniale et du coup c'est la musique, si jamais vous avez vu la série, c'est la musique qu'on retrouve dans le générique mais qui est développée de plusieurs manières différentes aussi dans le jeu vidéo et je trouve que cette musique là montre particulièrement le conflit interne, surtout dans la partie 2 parce qu'on est vraiment dans une histoire de vengeance où voilà, je vais pas spoiler au cas où vous avez pas vu ou joué, mais jouer c'est vraiment déjà mieux pour l'expérience et l'histoire est vraiment chouette. Donc ça c'est un jeu vidéo que je conseille. Un deuxième que je conseille aussi pour la musique qui est très douce et où c'est un jeu un peu plus contemplatif, c'est, attention mon accent anglais, What Remains of Edith Finch. Donc c'est l'histoire en fait d'une fille qui va retourner dans sa maison de famille et où en fait toute sa famille est morte de manière un peu étrange et en fait tout au long de l'histoire on va découvrir comment chaque personne est morte et il y a un côté vraiment très poétique en fait à l'histoire et comme je disais c'est beaucoup plus contemplatif parce qu'on ne joue pas vraiment, on va juste un peu pouvoir déplacer le personnage etc, mais il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas énormément d'interactions à faire et c'est vraiment une ligne droite. Mais si vous cherchez genre vraiment juste une histoire un peu interactive, c'est parfait et pareil la musique est aussi très belle. Voilà, c'était mon petit point jeu vidéo. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. On arrive à la fin. Oui. Voilà la team. On arrive Les derniers petits détails, les versions 100% finales sont à voir dans le magazine. à la fin du magazine. Promis, c'est la dernière fois qu'on vous relance Oui. le magazine. Et bye la team. Bye team. Bye bye la team.